Je fais le vœu que tous vos résidents et résidentes soient traités par vos équipes aussi bien que j'ai été traité par vous pendant ces 2 journées. Vraiment, merci de l'accueil que vous m'avez fait. Je vous indique 2 choses dont je n'ai pas l'habitude, parce qu'on m'a demandé de le faire. La première, c'est qu'on m'a témoigné des frustrations de ceux qui n'avaient pas pu acheter les livres qui avaient été mis à disposition au début de la journée d'hier. Ce que nous vous proposons, c'est qu'en fait, vous alliez à l'accueil tout à l'heure, que vous témoigniez de votre intérêt pour avoir un livre dédicacé, et comme ça, on centralisera les achats. Moi, je les signerai quand je serai à Paris, et ils vous seront envoyés ensuite. C'est la première chose. La deuxième chose, je remercie ceux qui sont venus me voir directement pour me demander si je pouvais faire des interventions chez eux. Ceux qui n'ont pas osé ou qui n'ont pas eu le temps peuvent le faire par mail. C'est monprénom.monnom@gmail.com. Voilà, je referme cette parenthèse. Et je voudrais utiliser ce petit temps de parole pour dissiper un dernier malentendu entre nous. En fait, j'ai bien compris que vous étiez préoccupés par des questions qui étaient principalement opérationnelles. C'est-à-dire que vous avez des problèmes de recrutement, vous avez des problèmes de formation, vous avez des questions financières, vous avez des soucis de communication et d'image, vous avez en permanence des activités de management qui vous demandent beaucoup. Bref, vous êtes des opérationnels. Et puis, vous interprétez ce que je suis en train de faire, ce que nous avons vécu pendant ces 2 jours, comme, j'ai entendu beaucoup l'expression, un pas de côté. Mais ce n'est pas du tout mon impression. C'est-à-dire que je ne vous attire pas à côté ou en recul par rapport à vos activités. Moi, j'ai plutôt l'impression de faire un pas en dedans, c'est-à-dire mettre les pieds dans le plat, d'aller plus profondément dans ce qui se joue dans votre quotidien. En fait, vous ne m'avez pas vu, mais je trépignais dans mon fauteuil en entendant ce qui était dit, parce que je me rendais compte en fait que quotidiennement, vous faites face à des problèmes philosophiques, et que quotidiennement, vous prenez des décisions philosophiques. Vous ne les identifiez pas comme telles, mais en réalité, ce sont des enjeux profondément philosophiques qui sont liés à vos établissements dans la mesure où ils touchent à l'humain, au grand âge, à des questions de société. Donc, d'une certaine manière, on pourrait dire que la différence, c'est pas tellement que l'opérationnel serait au cœur de la matière et le philosophique serait en retrait, c'est que vous ne cessez pas de manipuler une matière très, très merveilleuse, très fragile et qui est profondément philosophique, et que vous le faites par de l'opérationnel. Alors, finalement, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de rendre visible, de vous faire prendre conscience de ces enjeux qui, en fait, vous sont familiers, justement parce qu'ils forment votre quotidien. Alors, pour que vous reteniez bien ces éléments que j'ai essayé de vous apporter, je vais les reprendre très rapidement et sous la forme la plus mémorisable. D'abord, ce que j'ai essayé de partager avec vous, c'est l'idée qu'une société qui considère la dépendance comme un problème est une société malade. La dépendance, c'est la condition même du vivant. Donc en fait, considérer que la dépendance, c'est un état, je dirais, inférieur, c'est vraiment renverser la conception même de la vie. Alors vous me direz, quand même, il exagère, il sait très bien que ce n'est pas la même chose de courir sur ses propres jambes dans un pré et d'y être amené par une infirmière qui vous pousse dans un fauteuil roulant. Pour répondre à cette objection, en fait, il faudrait qu'on entre un petit peu dans le détail de ce comparatisme que nous avons que trop intériorisé. En fait, les formes de vie sont incommensurables. Vous avez peut-être envie d'être dans ma peau, j'ai peut-être envie d'être dans la vôtre, mais le fait est que nous sommes chacun dans des coordonnées d'existence individuelle, et c'est depuis cette place que nous devons en jouir et la mettre en partage, cette vie. Donc encore une fois, j'insiste, considérer la dépendance comme un problème, c'est ça le problème, c'est pas la dépendance en elle-même. Le deuxième point, donc le premier point c'était sur la dépendance, le deuxième point c'est sur l'autonomie. Vous vous souvenez, j'ai essayé de montrer que un accompagnement dans le grand âge ne doit pas se focaliser sur la perte d'autonomie individuelle, mais en réalité sur des poches d'autonomie qui en fait se maintiennent parfaitement à l'identique, y compris dans le grand âge. Bien sûr qu'on perd
certains terrains, quand on ne peut plus cuisiner pour soi-même, et donc on va dépendre de quelqu'un qui fait la cuisine. Et puis progressivement, on ne va plus porter la nourriture à sa bouche soi-même, donc on va dépendre de quelqu'un d'autre. Mais en fait, toute la question est de faire en sorte que d'être vigilant et de mettre en valeur les poches d'autonomie qui continuent d'exister, de les faire fructifier, et de les faire fructifier de telle manière que cette autonomie, j'insiste à nouveau, soit partagée, qu'elle ne soit pas seulement vécue par vos résidents et vos résidentes, mais qu'elle soit l'objet d'une expérience des équipes, c'est-à-dire de chacun individuellement qui se ressent comme un individu travaillant, je dirais, en autonomie face aux problématiques qu'il ou elle rencontre, et que justement cette autonomie soit une expérience collective. Ce que j'ai dit encore hier, c'est le troisième point que je vous demande de retenir, je vois que c'est passé, c'est la question de la fragilité du sens. Et ce qu'on a vu ce matin, qui me paraît important, c'est qu'en fait, oui, bien sûr, c'est facile de perdre la signification, de perdre le sens quand les choses s'accélèrent, c'est-à-dire plus il y a de charges de travail, plus vous allez avoir d'absentéisme, plus vous allez avoir d'absentéisme, plus la charge de travail pour ceux qui sont là augmente, donc à leur tour ils vont s'absenter, on est dans un cercle vicieux. Mais ce qu'on a vu ce matin, c'est qu'il y a aussi des cercles vertueux, c'est-à-dire qu'il est possible d'inverser la vapeur et d'utiliser donc cette circularité qu'on appelle en philosophie la complexité pour aller tout à fait dans l'autre sens. Donc des solutions existent, il faut les embrasser pleinement. Et puis, ce que je voulais ajouter aujourd'hui, c'est un petit peu différent, c'est revenir sur cette question de la solitude qui finalement est le grand problème, puisque si on admet que la dépendance, c'est pas vraiment problématique, que la perte d'autonomie, en fait, c'est pas l'enjeu, puisque l'enjeu, c'est maintenir l'autonomie et faire fructifier ce qui reste d'autonomie. En revanche, effectivement, la solitude, c'est une vraie question, puisque même lorsque les familles conduisent certains de leurs membres dans les établissements, en fait, ils ont l'impression de les abandonner, ils ont l'impression de les laisser seuls, etc. Et c'est là où vous et moi, on fait quelque chose de similaire, puisqu'en fait, l'enjeu, dans ces moments-là, c'est d'accepter que, en fait, quelque chose devient visible. J'en parlais avec l'un d'entre vous, en fait, je lui demandais, oui d'accord, alors les familles ont l'impression d'abandonner un de leurs membres. Mais dites-moi, ces personnes âgées, elles habitaient où avant? Quelle proportion d'entre elles habitaient vraiment chez les enfants? Elles étaient déjà isolées. En fait, elles étaient... Donc, cet isolement devient visible, on s'en culpabilise, et en fait, le rôle des professionnels, c'est justement de laisser cette vérité apparaître, la vérité de l'isolement du grand âge, pour justement donner les moyens aux familles et aux professionnels de la surmonter. C'est-à-dire, oui, donc elle est en voie d'isolement. Bon, si vous vous sentez coupable de la laisser avec nous, venez lui rendre visite fréquemment. Nous vous donnons les moyens, justement, de surmonter cette impression. Et puis, au-delà de ça, en fait, comme vous savez, les familles, la famille, c'est un terme qui désigne des réalités quand même très, très hétérogènes et souvent très équivoques. C'est-à-dire qu'une famille, c'est pas seulement un groupe aimant, hein, c'est aussi un sac de nœuds, de problèmes, de rapports de pouvoir, de frustration, de haine rentrée, etc. Et donc, l'une des fonctions en fait de vos établissements, c'est aussi d'assumer le fait que le devenir de la personne, elle se poursuit, y compris dans la reconstitution d'une nouvelle famille, d'un nouveau clan, d'un nouveau groupe, d'une nouvelle sociabilité. Alors évidemment, quand ils arrivent vraiment très très âgés, puis qui ont dans des difficultés de socialisation, l'enjeu, le défi est grand, mais c'est justement ce qui lui donne sa valeur. C'est que justement, il y a encore moyen de reconstituer des liens de sociabilité. Donc encore une fois, je vais faire le dernier déplacement, c'est qu'en fait, c'est pas la solitude le problème, c'est pas l'isolement le problème, c'est l'invisibilisation, c'est le fait de devenir invisible. C'est ça en fait qui est insupportable. Je vous en témoigne en connaissance de cause, puisque grand solitaire moi-même, je ne souffre pas de mes périodes d'isolement et de solitude. Pourquoi? Parce que je me sens pas invisibilisé. Donc ce dont souffre un individu qui est isolé, c'est de son invisibilisation. Si vous savez l'identifier, vous verrez que les professionnels, eux aussi, peuvent souffrir de l'invisibilisation de leur travail. Les patients, évidemment, il y a un terme que je n'ai pas trop entendu, mais dont je vous rappelle l'importance aujourd'hui, c'est celui de consentement. Quand on fait un soin, quand on donne un soin, on demande la permission. On n'avertit pas la personne avant de le faire.
on lui demande sincèrement la permission, on attend qu'elle la donne. Cette question de consentement, en fait, elle a pour fonction de faire en sorte que le patient, la patiente se sentent visibles. Et puis enfin, des familles, vous les avez entendues hier, qui revendiquent en fait cette visibilité. Et puis le dernier mot, évidemment, c'est la mort. Parce qu'on ne peut pas travailler avec le grand âge en invisibilisant ce qui est l'enjeu principal de ce que les résidents et les résidentes identifient comme étant leur dernière maison avant la mort. Et donc, je crois que c'est justement quand on accepte de se situer dans la perspective de la mort que ces établissements et ces métiers qu'ils hébergent prennent toute leur noblesse. C'est-à-dire qu'à un moment, le sérieux de ces activités-là, c'est d'être en face de quelque chose que que notre société dans son ensemble refuse de voir. Donc là aussi, c'est une nécessité de rendre visible ce qui est en fait l'enjeu philosophique, l'un des enjeux philosophiques majeurs de vos métiers, et qui est justement le fait d'aller vers la mort, de l'affronter, de la considérer comme un projet de vie, en fait, qui peut alimenter la vie. Et de ce point de vue, en fait, je reviens sur ce qui a été dit sur la nécessité d'une prospective, de penser les établissements de demain. En fait, ils vont penser l'avenir, ça va supposer d'intégrer les enjeux philosophiques dont je vous ai parlé au cours de ces 2 jours. Je vous remercie infiniment de m'avoir invité pour m'en donner l'occasion, en fait, attirer votre attention sur ces enjeux-là, parce que c'est à partir d'eux que nous pourrons concevoir ensemble, vous, les professionnels du métier, nous, les philosophes qui sommes déjà aussi dans l'anticipation de ce qui pourra se penser dans 30 ans dans le rapport à la mort, de quel urbanisme on pourra avoir besoin, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire on peut imaginer des cités où en fait à la place de l'église et du cimetière, à la place du monument aux morts, on est ce monument à la vie qui est en fait la présence des personnes du grand âge. Voilà. Merci de votre attention, merci d'avoir été avec moi pendant ces 2 jours, ça a été un plaisir. Merci Maxime Rovert, merci pour ces éclairages.